La motivation est comme le soleil un jour nuageux. Parfois elle apparaît, parfois elle se cache, et si tu attends qu'elle sorte pour bouger, tu resteras figé dans le froid de l'inaction. La vérité est que tu n'auras pas toujours envie, tu n'auras pas toujours cette impulsion qui te pousse à faire ce que tu sais que tu dois faire. Et c'est bien, parce que la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui restent en arrière ne réside pas dans l'attente d'avoir envie, mais dans le mouvement même si tu ne l'as pas. L'exercice est bien plus que de soulever des poids ou de courir. C'est un entraînement pour l'esprit, un défi pour ta volonté et un champ où le caractère est forgé. Il ne s'agit pas de bien paraître pour les autres, mais de maîtriser ton corps afin que ton esprit ne te domine pas. Lorsque tu apprends à agir sans dépendre de la motivation, tu construis une force intérieure qui te rendra invincible face aux difficultés. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nos actions. Le corps est le premier territoire où cette philosophie est mise à l'épreuve. Chaque fois que tu choisis de t'entraîner, même si tu n'as pas envie, tu dis à ton esprit que tu es le maître, que tu ne laisseras pas la paresse ou les doutes décider pour toi. Ceci n'est pas un appel pour ceux qui cherchent le confort ou des excuses, mais pour ceux qui sont prêts à se battre jour après jour en silence, sans applaudissements ni reconnaissance, seulement avec la conviction que la véritable transformation commence dans cet effort constant et silencieux. Si tu es prêt à arrêter d'attendre l'étincelle qui n'arrive jamais et à commencer à construire un esprit fort à partir du corps, ceci est ton manifeste. 1. Arrête d'attendre la motivation. Bouge même si tu n'en as pas envie. La motivation est comme un phare au loin, brillant et tentant, mais inconstant, et souvent caché derrière un épais brouillard. Attendre que ce phare éclaire ton chemin, c'est te condamner à l'immobilité, à rester immobile pendant que le temps passe et que la vie n'attend personne. La réalité est brutale et claire. La motivation arrive rarement au moment où tu en as besoin, et quand elle le fait, elle ne dure généralement pas. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans l'attente d'un élan passager, mais dans le fait de bouger même si tu n'en as pas envie, de progresser lorsque ton esprit te crie de t'arrêter. Quand tu comprends que la motivation est un luxe, un privilège éphémère qui s'échappe facilement, tu es obligé de chercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne dépend pas des états émotionnels volatiles, ni des conditions externes. C'est exactement ce que le stoïcisme enseigne, ne pas attendre que le monde ou tes émotions soient alignées pour agir, mais prendre un contrôle absolu sur tes décisions et tes actions. Bouge parce que tu es le maître de ta volonté, non parce que tu te sens inspiré. La volonté est la base solide qui soutient tout changement réel, et cette volonté se cultive dans la constance et la discipline, non dans les caprices de l'humeur. Quand tu décides de bouger, peu importe si tu en as envie, tu portes un coup direct à la procrastination, à la voix intérieure qui cherche des excuses pour ne pas faire le pas. C'est cette voix qui nourrit la médiocrité, qui te maintient coincé dans des cycles répétitifs d'inaction déguisés en repos ou en auto-soin. Mais ne confonds pas discipline avec punition, ni sacrifice avec souffrance. Bouger est un acte de respect de soi, un engagement envers ta croissance et la vie que tu mérites de construire. C'est comprendre que la transformation n'est pas un événement, mais un processus qui exige un engagement même quand le confort appelle avec force. Cette bataille intérieure, celle qui se produit chaque fois que tu décides de sortir du lit pour t'entraîner ou simplement bouger, est celle qui façonne ton esprit. Ici, il ne s'agit pas seulement de brûler des calories ou de gagner du muscle, mais de former la capacité de décider, d'agir avec fermeté, même lorsque l'esprit essaie de te saboter avec des doutes ou de la paresse. Chaque petit mouvement fait sans envie est un pas vers un esprit plus fort, une volonté plus inébranlable et un caractère forgé dans l'adversité. L'exercice, vu sous cet angle, devient un rituel quotidien où tu te testes, où tu prouves que tu es plus grand que tes excuses et plus fort que tes peurs.
Il ne s'agit pas de concourir avec les autres, mais de concourir avec cette version de toi qui veut t'abandonner, qui cherche la sortie facile. S'entraîner sans motivation, c'est s'entraîner pour la vie, car la vie elle-même n'attend pas que tu te sentes prêt ou inspiré. La vie exige une action constante, de la persévérance et la capacité de te relever encore et encore, peu importe les circonstances. Quand tu commences à agir sans attendre la motivation, ton esprit commence à se reprogrammer. Tu cesses d'être un spectateur passif et tu deviens l'architecte actif de ton destin. Tu construis des habitudes qui te soutiennent lorsque l'émotion échoue, lorsque l'esprit résiste, lorsque l'environnement est hostile. C'est la véritable révolution interne qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui font bouger les choses. Peu importe si le jour est gris, si la fatigue pèse ou si le moral fléchit. Ce qui importe, c'est que tu bouges, que tu fasses ce pas, même s'il est petit, que tu continues à avancer sans excuse ni concession. 2. Entraîne-toi comme si ta clarté mentale en dépendait. L'esprit est une mer agitée et le corps est le gouvernail qui peut calmer cette tempête. Si tu négliges ce gouvernail, les vagues de stress, d'anxiété et de distraction t'emporteront sans contrôle. S'entraîner ne consiste pas seulement à bouger les muscles ou à transpirer pour accomplir. C'est l'outil le plus puissant que tu as pour dompter cette mer intérieure et retrouver la clarté que la vie moderne te vole, jour après jour. Parce que même si tu ne le ressens pas sur le moment, ta clarté mentale dépend absolument des soins et des efforts que tu investis dans ton corps. Nous vivons dans un monde où l'esprit est constamment bombardé de bruit, de stimuli et de préoccupations qui saturent notre capacité de concentration et de jugement. La technologie, les exigences professionnelles et les pressions sociales génèrent un brouillard mental qui nous paralyse ou nous pousse à agir sans sens ni but. La solution n'est pas d'essayer d'éteindre cette tempête directement à partir de l'esprit, mais de former le corps comme un acte de résistance et de reconnexion. L'exercice est le pont entre le chaos mental et la sérénité nécessaire pour prendre des décisions conscientes et fermes. S'entraîner comme si ta clarté mentale en dépendait, c'est reconnaître que le mouvement est le moyen de libérer cette tension accumulée, d'oxygéner le cerveau et d'activer les processus chimiques qui équilibrent tes émotions et tes pensées. Chaque goutte de sueur, chaque effort pour avancer un peu plus, ne renforce pas seulement tes muscles, mais renouvelle également ta capacité d'attention, calme tes anxiétés et met de l'ordre dans le chaos interne. Tu cesses d'être l'esclave du bruit mental pour devenir un navigateur conscient, capable de maintenir le cap même lorsque la tempête fait rage. Du point de vue du stoïcisme, le contrôle de ce qui dépend de nous, nos actes et notre esprit, est la base d'une vie libre et sereine. L'entraînement du corps devient l'acte quotidien le plus tangible pour exercer ce contrôle. Lorsque tu priorises ta santé physique avec discipline, tu construis les fondations d'un esprit clair et résistant. Ce n'est pas une coïncidence si les grands penseurs et leaders ont utilisé l'exercice comme une pratique indispensable pour rester ferme face à l'adversité. Si tu permets à la fatigue, au confort ou à la distraction de te dominer, ton esprit restera embrouillé et vulnérable aux influences extérieures. Mais si tu t'entraînes avec conviction, comme si la clarté de ta pensée et ta capacité à affronter la vie en dépendaient, tu investis dans ta force intérieure. Cette force qui ne se voit pas, mais qui se ressent dans chaque décision prise avec calme, dans chaque émotion contenue sans perdre la raison et dans chaque défi surmonté avec intelligence. Il ne s'agit pas de s'obséder ni de chercher la perfection physique, mais de comprendre que l'exercice est un acte de respect envers ton esprit et ta vie. S'entraîner avec cette intention transforme chaque séance en un rituel de soin de soi profond, où tu ne façonnes pas seulement ton corps, mais tu reprends également le contrôle de tes pensées et de tes émotions. La clarté mentale n'est pas un luxe ni un cadeau du destin. C'est le résultat direct d'une volonté ferme qui se reflète dans l'engagement envers le mouvement quotidien. En fin de compte, si tu veux naviguer dans la vie avec certitude et but,
Si tu veux affronter les défis sans perdre le contrôle ni succomber à l'anxiété, tu dois t'entraîner comme si ta clarté mentale en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Il n'y a pas d'excuse valable lorsque tu comprends qu'à chaque entraînement, tu sculptes l'esprit qui te permettra de vivre avec discipline, concentration et liberté. 3. Fais une répétition de plus, marche une minute de plus, résiste un peu plus. L'esprit est comme un muscle qui ne grandit que lorsqu'il est poussé au-delà de sa limite confortable. Imagine que tu grimpes une montagne et juste quand tu veux t'arrêter parce que tu sens que tu ne peux plus, tu décides de faire un pas supplémentaire, une répétition de plus, une minute de plus à marcher. Ce petit effort supplémentaire ne te rapproche pas seulement du sommet, mais change aussi ta façon de penser. C'est à ce moment-là que la véritable transformation commence. Résister un peu plus est la clé pour briser les chaînes invisibles qui te lient à la médiocrité et au conformisme. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des moments où la fatigue, la peur ou le doute veulent nous arrêter. La voix intérieure qui murmure « c'est assez » est la manifestation la plus courante de cette barrière mentale qui nous empêche d'avancer. Mais cette barrière n'est pas réelle, c'est une construction qui s'effondre lorsque nous décidons d'aller un peu plus loin, lorsque nous nous forçons à faire cet effort supplémentaire qui semble insignifiant, mais qui est en réalité le feu qui forge la force. L'exercice physique est la métaphore parfaite de cette lutte constante. Chaque répétition que tu ajoutes quand tu penses ne plus avoir d'énergie, chaque pas que tu fais quand tu veux abandonner, est un acte conscient de défi à tes limites auto-imposées. Cette petite résistance volontaire est un message direct à ton esprit. C'est toi qui décides quand t'arrêter, pas les excuses ni la fatigue. Et cette décision se transfère à chaque domaine de ta vie, car la force que tu cultives dans le corps est la même que tu as besoin pour faire face aux adversités, prendre des décisions difficiles et garder le cap quand tout semble contre toi. De la philosophie stoïcienne, cette idée résonne avec le principe d'accepter la difficulté comme une partie inévitable du chemin et de trouver en elle l'opportunité de grandir. Les stoïciens enseignent que la vertu se forge dans la résistance, dans la capacité de rester ferme face à l'adversité. Et rien n'entraîne mieux cette vertu que le simple acte de résister un peu plus quand tout en toi crie que tu dois t'arrêter. Cette répétition supplémentaire, cette minute supplémentaire de marche, est un acte de volonté pure qui te rapproche de la meilleure version de toi-même. Résister ne signifie pas souffrir sans raison, ni se punir, mais choisir consciemment de dépasser la limite du confort pour élargir tes possibilités. Chaque fois que tu décides de continuer, même quand cela semble difficile, tu entraînes ton esprit à ne pas être l'esclave des émotions passagères ni des circonstances extérieures. Tu construis une forteresse intérieure qui se reflète dans ta capacité à gérer le stress, à ne pas abandonner face aux obstacles et à avancer avec détermination, quelles que soient les conditions. De plus, cette pratique a un effet cumulatif puissant. Ce ne sont pas les grands efforts isolés qui façonnent le caractère, mais la constance de ces petits actes de résistance qui s'accumulent jour après jour. Le véritable changement se produit dans cette répétition constante, dans cet engagement silencieux envers l'amélioration continue. C'est pourquoi l'exercice devient une métaphore parfaite pour la vie. Avancer un peu plus chaque jour, résister un peu plus chaque fois et ne jamais se contenter de moins que ce que tu sais pouvoir accomplir. Lorsque tu intègres cette leçon, tu cesses d'être la victime du confort et de l'excuse. Tu comprends que la seule bataille qui compte vraiment est celle que tu mènes contre toi-même, et que pour gagner cette bataille, il suffit de décider encore et encore que tu vas faire ce pas supplémentaire. Car c'est dans ce pas que se trouve la différence entre la stagnation et le progrès, entre un esprit faible et un esprit imparable. 4. Remporte la bataille contre ton esprit chaque matin. Chaque matin est un champ de bataille invisible où se décide le ton du reste de la journée.
L'esprit, avec sa capacité à créer des excuses, des doutes et des justifications, est l'ennemi le plus rusé et constant auquel tu devras faire face. Gagner cette bataille n'est pas un acte héroïque isolé, ni une explosion de volonté momentanée. C'est une décision consciente qui se prend encore et encore, même lorsque le corps demande une trêve et que la tête cherche des raisons de se rendre. Si tu ne conquiers pas ton esprit au début de la journée, tu perdras du terrain sans t'en rendre compte, et le reste du temps sera une lutte en montée contre toi-même. La réalité est crue, ton esprit ne sera pas toujours de ton côté. En fait, il deviendra souvent ton pire ennemi, sabotant tes efforts avec des pensées qui semblent raisonnables, mais qui ne cherchent qu'à te maintenir dans la zone de confort de l'inaction. Cette voix intérieure qui dit « demain sera meilleur » ou « aujourd'hui je mérite de me reposer » est la prison qui t'empêche d'avancer. Il n'y a pas de place pour l'auto-tromperie si tu veux des résultats réels. Chaque matin est une épreuve de feu où se définit si tu es capable de maîtriser tes impulsions ou si tu réagis simplement à elles comme une marionnette de plus. Du point de vue du stoïcisme, cette lutte matinale est l'essence du contrôle de soi et de l'autodiscipline. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi est la clé pour vivre avec liberté et but. C'est pourquoi commencer la journée en affrontant et en gagnant cette bataille intérieure est la manière la plus authentique d'exercer le pouvoir sur ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode et de la constance. N'attends pas de te sentir fort ou inspiré. Agis simplement avec la détermination de celui qui sait que la discipline est le seul chemin vers la véritable liberté. En remportant la bataille contre ton esprit chaque matin, tu te positionnes comme le maître de ton destin. Tu établis le contrôle sur tes décisions avant que les distractions et les tentations de la journée puissent te voler ton focus. Il ne s'agit pas d'éliminer les difficultés ou de faire disparaître la paresse, mais de les reconnaître, de les affronter et de ne pas céder devant elles. Cette victoire initiale, bien que petite, a un impact gigantesque sur ta capacité à rester ferme, productif et concentré. Chaque jour où tu ne combats pas avec conviction à ce moment crucial est un jour que tu donnes à la médiocrité. L'esprit, sans contrôle, devient un ennemi silencieux qui ronge ta volonté, réduit ton potentiel et détourne tes efforts. C'est la dure réalité que peu de gens veulent accepter. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut se battre pour ce changement dès le premier instant de la journée, lorsque l'esprit est encore vulnérable et que le chemin s'ouvre devant toi. Ce n'est pas un appel pour ceux qui cherchent des excuses ou pour ceux qui préfèrent le confort déguisé en repos. C'est un appel pour ceux qui sont prêts à affronter la vérité sans anesthésie, à être impitoyables avec leurs faiblesses et à construire une forteresse mentale qui leur permette d'avancer quelles que soient les circonstances. Parce que la véritable bataille n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et la gagner est la condition indispensable à toute transformation authentique. 5. Utilise l'exercice comme ton rituel quotidien de concentration. Le corps et l'esprit ne sont pas des entités séparées, ils sont intrinsèquement liés, et ce qui se passe dans l'un affecte inévitablement l'autre. L'exercice ne doit pas être vu seulement comme une obligation physique, mais comme un rituel quotidien qui met de l'ordre dans le chaos mental et émotionnel. Dans un monde saturé de distractions, d'anxiété et de surcharge d'informations, ce moment de mouvement conscient est la pause nécessaire pour te retrouver et recalibrer ton focus. Ignorer ce rituel, c'est te condamner à vivre dispersé, vulnérable à tout stimulus qui t'éloigne de tes objectifs et de ton bien-être. Ce rituel n'est ni un luxe ni une récompense que tu te donnes lorsque tu as terminé ta liste de tâches. C'est la base sur laquelle est construit un esprit clair, une volonté de faire et un caractère résistant. S'entraîner quotidiennement, c'est envoyer un message puissant. Je suis là, je suis responsable de ma vie et je ne vais pas permettre que le désordre mental me contrôle. C'est transformer l'exercice en un acte d'autorité personnelle, où tu décides que ton esprit mérite d'être soigné avec la même dévotion que tes muscles. Le stoïcisme nous enseigne à créer des routines qui renforcent notre vertu et notre maîtrise de soi.
L'exercice, dans ce contexte, est plus qu'une habitude. C'est un engagement sacré envers toi-même pour maintenir le contrôle au milieu du chaos. Lorsque tu fais de l'entraînement ton rituel de concentration, tu transformes chaque séance en un moment de clarté où le bruit externe s'atténue et tu peux réorienter ton énergie vers ce qui compte vraiment. Cette clarté n'est pas un hasard. Elle est le fruit de la constance et de la discipline. Tu ne peux pas te laisser submerger par le stress, la fatigue ou les soucis chaque jour. Si tu n'établis pas un rituel qui t'ancre, ton esprit sera un bateau à la dérive, sans gouvernail ni cap. L'exercice est ce gouvernail qui te redonne le contrôle, qui met ton esprit en état d'alerte et de préparation. Chaque mouvement, chaque respiration profonde pendant l'entraînement est un signal que tu envoies à ton cerveau pour activer ton focus et te préparer à affronter les défis avec une pleine attention et une décision. Si tu veux des résultats réels dans ta vie, tu dois comprendre que la concentration n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est quelque chose qui se cultive. Et il n'y a pas de meilleure façon de le cultiver qu'à travers un rituel qui implique le corps et l'esprit en harmonie. Peu importe si la journée est difficile ou si la motivation fléchit, ce moment d'exercice quotidien est ton refuge et ta force. Là, tu trouves la clarté qui te permet de prendre des décisions intelligentes et de rester ferme face aux adversités. Ce rituel quotidien est aussi un rappel constant que ta vie dépend de toi et des actions que tu décides de prendre. Ce n'est pas un sacrifice ni une obligation imposée par d'autres. C'est un acte d'amour-propre et de respect pour ta capacité à diriger ton esprit et ton destin. Lorsque tu fais de l'exercice ton rituel de concentration, tu fais un pas définitif vers l'autodiscipline et la maîtrise personnelle que tu recherches tant. 6. Entraîne-toi sans témoin. Que ton effort n'ait pas besoin d'applaudissements. Le véritable travail se fait loin des regards, dans le silence où personne n'observe ni ne célèbre. S'entraîner sans témoin est une preuve d'authenticité. Un acte d'engagement sincère qui ne cherche pas la reconnaissance ni la validation externe. La réalité est que la plupart des gens ne persévèrent que lorsqu'il y a du public, lorsque quelqu'un remarque leur effort ou les applaudit. Mais la véritable force, celle qui transforme l'esprit et le caractère, se forge dans la solitude de l'effort constant, sans besoin de lumière ni d'applaudissements. Il est facile de se sentir motivé lorsque les autres regardent, mais ce qui est difficile, ce qui définit vraiment le caractère, c'est de rester ferme lorsque personne ne regarde. C'est à ce moment-là que ton esprit et ta volonté sont vraiment mis à l'épreuve. Si ta discipline dépend du regard des autres, ton engagement est faible, fragile et donc éphémère. Le stoïcisme nous enseigne à chercher la force en nous-mêmes, pas dans l'approbation externe. La véritable bataille est interne, et la victoire ne se mesure pas en éloges, mais en constance silencieuse. S'entraîner sans témoin signifie comprendre que ta valeur et ta progression ne sont pas liées à l'opinion de personne. C'est agir avec intégrité, même lorsqu'il n'y a pas de récompense visible, lorsque l'effort semble invisible pour le monde. C'est la base d'un esprit fort et d'une vie concentrée. Faire ce que tu dois faire, parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire, non pas parce que les autres te le reconnaissent ou le célèbrent. Cette mentalité renforce l'autonomie émotionnelle, te libérant du poids de la constante nécessité de validation. La véritable discipline naît lorsque tu t'entraînes pour toi, pour ta santé, ton esprit et ton caractère, non pas pour impressionner ou répondre à des attentes externes. Cette indépendance est celle qui te permettra de maintenir l'effort sur le long terme, car tu ne seras pas conditionné par des facteurs externes qui peuvent changer ou disparaître. La vie réelle est dure et souvent ingrate. Il n'y aura pas toujours du public pour applaudir tes efforts, ni de reconnaissance pour tes sacrifices. C'est pourquoi s'entraîner sans témoin est un entraînement pour la vie elle-même, pour rester ferme lorsque les obstacles n'ont pas de spectateurs et lorsque les circonstances ne sont pas favorables. C'est l'école où tu apprends à ne dépendre que de toi et de ta volonté. De plus, s'entraîner sans témoin te prépare à affronter la réalité telle qu'elle est, sans fioriture ni concession.
La véritable force surgit lorsque tu apprends à te valoriser sans avoir besoin de reflets ni d'approbation externe, lorsque ton engagement ne dépend pas de la validation des autres, mais de la conviction interne. Cette force interne est celle qui te soutient face aux adversités les plus dures et te pousse à continuer quand tout semble perdu. Lorsque tu internalises cette leçon, ton effort devient authentique et puissant. Tu ne cherches pas d'applaudissements ni de comparaison, tu cherches seulement à être meilleur qu'hier, sans dépendre du regard des autres. C'est là que se construit le véritable caractère, celui qui ne se vend pas et ne se négocie pas, celui qui se forge dans la constance silencieuse, dans l'humilité de l'effort quotidien et dans la conviction que le changement dépend uniquement de toi. 7. Renforce ton corps comme un acte de gratitude, pas de vanité. La plupart des gens s'entraînent pour chercher l'admiration, les reflets dans le miroir ou l'approbation des autres. Mais c'est le piège le plus facile dans lequel tu tomberas si tu veux transformer ton esprit et ta vie. Renforcer le corps doit être un acte profondément personnel, un geste de remerciement envers toi-même pour être ici, pour avoir l'opportunité d'affronter un jour de plus, pour la possibilité de construire quelque chose de réel et de durable. Quand tu comprends cela, l'entraînement cesse d'être superficiel et devient un engagement sacré envers ton bien-être intégral. La réalité est que la vanité est éphémère et dépend de facteurs externes qui changent avec le temps. La mode, les opinions, les comparaisons. Si ta motivation est seulement externe, ton effort sera tout aussi fragile, car il sera lié à des conditions instables. En revanche, lorsque tu t'entraînes à partir de la gratitude, tu reconnais que ton corps est le véhicule qui te permet d'expérimenter la vie, qui soutient ton esprit et tes émotions, et qui mérite des soins et du respect constant. Du point de vue du stoïcisme, la gratitude n'est pas un sentiment passager, mais une pratique consciente qui renforce l'âme. Reconnaître la valeur de ton corps et en prendre soin est une façon d'honorer la vie et d'assumer la responsabilité de ton existence. Il ne s'agit pas de chercher la perfection physique ni de rivaliser avec les autres, mais d'accepter ce que tu as et de travailler pour que ce corps soit un allié fidèle, fort et résistant face aux difficultés qui apparaîtront inévitablement. Quand tu t'entraînes comme un acte de gratitude, chaque répétition, chaque effort est une reconnaissance de la capacité que tu as de transformer ta réalité. Tu cultives non seulement des muscles, mais aussi une mentalité qui valorise l'effort et le sacrifice comme des chemins vers la liberté et l'autonomie. Cette mentalité te protège de tomber dans l'auto-apitoiement ou le désespoir lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou lorsque les difficultés semblent insurmontables. De plus, cette approche change la relation que tu as avec toi-même. Tu cesses d'être un juge impitoyable qui exige la perfection ou punit chaque erreur pour devenir un allié compatissant qui comprend que le progrès est un processus, que les chutes font partie du chemin et que le respect de soi est le moteur qui soutient la discipline. Renforcer le corps à partir de la gratitude est en essence renforcer l'esprit à partir de l'amour de soi réel, pas à partir de l'illusion ou de l'apparence. Ce changement de perspective est ce qui fait la différence entre un effort passager et une transformation véritable et durable. La gratitude t'ancre dans la réalité de ton pouvoir et de ta responsabilité et te libère du poids des attentes externes qui ne génèrent que frustration et anxiété. En t'entraînant avec cette intention, tu construis un caractère solide, un esprit équilibré et une vie authentique. Mais au-delà de la transformation physique et mentale, cet acte de gratitude est une reconnaissance profonde de la fragilité et de la force humaine. C'est accepter que ton corps est le seul temple que tu auras et que prendre soin de lui n'est pas un luxe, mais une obligation morale envers toi-même. C'est comprendre que ce corps te soutient dans chaque défi, que sans lui, tes rêves et plans n'auraient ni forme ni force. C'est pourquoi s'entraîner avec gratitude est aussi un acte d'humilité et de respect envers ta propre existence, une façon de remercier l'opportunité de lutter et de grandir chaque jour. Lorsque tu adoptes cette mentalité, la discipline cesse d'être un fardeau
et devient un acte d'amour et de responsabilité qui transcende la simple apparence physique. 8. Sois fidèle à ta parole. Si tu as dit que tu t'entraînerais aujourd'hui, fais-le. Dans un monde rempli de promesses vides et d'engagements brisés, la fidélité à la parole que tu te donnes à toi-même est l'acte le plus radical et subversif que tu puisses réaliser. Dire « aujourd'hui je vais m'entraîner et le faire » n'est pas seulement une question de discipline physique, mais la base indiscutable de l'intégrité personnelle. Lorsque tu brises cette promesse avec toi-même, tu sapes la confiance la plus importante que tu as, celle qui te permet d'être maître de ta vie et non une marionnette de tes propres excuses et faiblesses. Cette fidélité est le fondement de toute transformation. Sans elle, tout effort s'effondre, car ce qui soutient le changement n'est ni l'envie, ni les résultats immédiats, mais la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Le stoïcisme nous enseigne que vivre selon la vertu implique d'honorer nos paroles et nos actions, surtout celles que nous nous disons en silence. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs si tu n'es pas prêt à respecter chaque engagement envers toi-même, peu importe ce qui se passe. Être fidèle à ta parole te renforce au-delà du corps. Cela te transforme en quelqu'un de fiable pour toi et pour les autres. Cette confiance interne est un pouvoir silencieux qui se reflète dans chaque décision, dans chaque pas que tu fais, et qui te protège contre l'autocomplaisance et la dispersion. Lorsque tu honores ton engagement quotidien à t'entraîner, même si tu n'en as pas envie, même si tu es fatigué ou distrait, tu démontres que ta volonté est plus forte que n'importe quel obstacle. Ce principe ne se limite pas à l'exercice, c'est une leçon pour toute la vie. La façon dont tu traites tes petites promesses est le miroir de la façon dont tu affronteras les grandes batailles. Si tu ne respectes pas ta parole au quotidien, il te sera difficile de rester ferme lorsque les exigences seront plus grandes. La fidélité à sa propre parole est l'acte de courage qui soutient l'intégrité et la liberté personnelle. Tenir ta parole, sans excuse ni négociation, c'est construire un caractère inébranlable. C'est comprendre que chaque jour est une opportunité pour réaffirmer qui tu es vraiment et où tu veux aller. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance et d'engagement réel, d'être implacable avec ta volonté et honnête avec toi-même. Cette honnêteté brutale est la base d'une vie authentique, où il n'y a pas de place pour la trahison interne ou le confort faux. En clôturant ce manifeste, rappelle-toi que la force que tu cherches se trouve dans la cohérence quotidienne, dans le respect inébranlable de tes promesses, dans la lutte constante pour être fidèle à la parole que tu te donnes. C'est le chemin pour reprogrammer ton esprit, pour construire un esprit ferme, un corps fort et une vie avec un but. Parce que la véritable transformation n'est pas un acte unique, mais la somme de milliers de moments où tu décides d'être meilleur, simplement parce que tu te l'es promis et que tu es capable de le réaliser. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit. Pas, mais elle détruit. Elle se manifeste lorsque la colère s'empare de ta langue, lorsque l'anxiété s'installe dans ta poitrine sans demander la permission, lorsque tu as besoin d'approbation comme si ta vie en dépendait, ou lorsque tu essaies de contrôler les autres parce que tu ne sais pas comment te contrôler toi-même. Cette tempête ne se calme pas d'elle-même. Elle te consume de l'intérieur, petit à petit, pendant que de l'extérieur tu sembles tout contrôler. Beaucoup se résignent à vivre ainsi, pris au piège dans leur propre esprit, réagissant plutôt que choisissant, survivant plutôt que prenant le contrôle. Mais vivre, ce n'est pas obéir aux impulsions, ni réprimer les émotions, ni s'adapter à ce qui te brise. Vivre avec force commence quand tu cesses d'être l'esclave de toi-même. Cette vidéo n'est pas là pour te consoler. Elle est là pour te confronter. Parce que continuer à blâmer le monde pour ce qui se passe en toi est une excuse bon marché. Si tu veux vraiment la liberté,
Commence par arrêter de justifier tes chaînes. La maîtrise émotionnelle n'est pas une inspiration passagère, c'est une guerre quotidienne contre ce qui te sabote. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer avec la tête haute, il s'agit de te gouverner sans que le chaos ne dicte qui tu es. Tu vas recevoir 8 leçons qui ne vont pas caresser ton ego, mais qui vont allumer une partie de toi que tu avais peut-être oubliée, celle qui ne se rend pas, celle qui choisit avec clarté, celle qui se respecte sans permission. Tout changement profond commence par une décision inconfortable, la décision de te regarder en face, d'arrêter de te mentir et de faire ce que tu n'as pas encore fait, prendre le contrôle de ton monde intérieur. 1. Respire avant de réagir. C'est là que commence votre pouvoir. Un volcan n'explose pas immédiatement. D'abord, il tremble, il se secoue de l'intérieur, il gronde en silence, il accumule de la pression. Et si personne ne l'arrête, il dévaste tout sur son passage. Nous sommes pareils quand nous ne respirons pas avant de réagir. Nous pensons que nous explosions parce que nous ne pouvons plus supporter. Mais la vérité est que nous explosions parce que nous n'avons jamais appris à observer ce que nous ressentons avant d'agir. La respiration est le barrage qui contient le feu, l'instant qui peut transformer une guerre en calme, un mot blessant en un silence puissant, une mauvaise décision en une opportunité de choisir différemment. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient possédés par leurs émotions. Il suffit d'une phrase mal dite, d'un regard qui dérange, d'une petite erreur de quelqu'un d'autre pour que tout devienne une attaque personnelle. Et c'est à ce moment-là, lorsque la poitrine se tend, lorsque la mâchoire se serre, lorsque le cœur s'accélère, lorsque l'esprit s'obscurcit et que les impulsions prennent le dessus. C'est là, dans ce fragment de temps, que se joue votre liberté. Si vous ne respirez pas, vous réagissez. Si vous ne respirez pas, vous donnez le contrôle à une émotion qui ne dure pas plus de quelques minutes, mais dont les conséquences peuvent marquer des années. Respirer avant d'agir n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Parce que celui qui respire, pense. Et celui qui pense, choisit. Celui qui réagit sans pause devient l'esclave de sa colère, de sa peur, de son insécurité. Celui qui prend un instant pour respirer profondément ne fuit pas. Il prend les rênes, il regarde sa tempête intérieure et décide de ne pas se laisser emporter par elle. La pause n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Le stoïcisme enseigne qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve votre liberté. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, mais vous pouvez décider comment répondre. Vous ne pouvez pas empêcher le monde de vous provoquer, mais vous pouvez empêcher que ces provocations définissent qui vous êtes. Et tout commence par quelque chose d'aussi basique que respirer. Cela semble insignifiant, mais respirer vous ramène au présent. Il vous arrache des pensées automatiques qui vous disent « Répondez maintenant, criez, défendez-vous ». Il vous oblige à sentir votre corps, à revenir à l'instant présent. Et dans cet instant, vous pouvez penser différemment. Vous pouvez vous rappeler vos valeurs, votre objectif, ce qui compte vraiment. Vous pouvez lâcher le besoin de prouver quelque chose et agir à partir d'un lieu beaucoup plus fort, la sérénité. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de colère ou de peur, il s'agit de ne pas être contrôlé par elle. L'autocontrôle ne signifie pas réprimer, cela signifie transformer. Et la respiration consciente est la porte d'entrée. Chaque fois que vous vous arrêtez pour respirer, vous vous dites à vous-même « Je décide, je ne suis pas mes impulsions ». Je ne vais pas vivre en réagissant. C'est la première étape pour reprogrammer votre esprit. Personne ne change sa vie sans maîtriser cet instant où tout veut déborder. De bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut une pratique quotidienne. Alors la prochaine fois que vous sentez que quelque chose vous enflamme de l'intérieur, ne répondez pas. Respirez. Arrêtez-vous même si ce n'est que 3 secondes. Regardez ce que vous ressentez et n'agissez pas à partir de là. Agissez à partir de votre centre, pas de votre chaos. C'est là que commence le véritable pouvoir. 2.
Arrête de contrôler les autres et commence à te gouverner toi-même. La plupart des gens vivent convaincus que leur paix dépend de ce que font les autres. Si quelqu'un ne change pas, ils se frustrent. Si quelqu'un ne répond pas comme ils l'espèrent, ils se fâchent. Si l'environnement ne se conforme pas à leurs désirs, ils perdent le contrôle. Mais personne ne le dit à haute voix. C'est déguisé en bonnes intentions, en préoccupations, en « je le fais pour ton bien ». Au fond, ce qu'ils cherchent, c'est à contrôler. Que tout soit comme ils le veulent, que tout le monde agisse comme ils l'espèrent, que la vie se plie à leurs exigences. Mais la réalité est claire, tu n'as pas de pouvoir sur les autres. Et plus tu essaies, plus tu t'épuises, plus tu souffres, plus tu te perds dans une lutte que tu ne gagneras jamais. Contrôler les autres n'est pas du leadership, c'est de l'insécurité déguisée. C'est la peur que le monde ne s'adapte pas à ton scénario. C'est le besoin d'imposer parce que tu ne sais pas te tenir quand les choses ne se passent pas comme tu le veux. Celui qui a besoin de contrôler est gouverné par la peur. Et tant que cette peur continuera à commander, il n'y aura pas de paix, seulement de l'anxiété, de la frustration et de la colère accumulée. Vouloir que les autres changent pour te sentir mieux est la recette parfaite pour vivre insatisfait. Le stoïcisme le rend clair. La seule chose sur laquelle tu as un pouvoir absolu est ton esprit, ton attitude, tes choix. Tout le reste est hors de ta portée. Le véritable contrôle commence lorsque tu arrêtes de regarder à l'extérieur et que tu te tournes vers toi-même. Lorsque tu reconnais que ce n'est pas ton partenaire qui doit changer pour que tu aies la paix, que ce n'est pas ton patron qui doit parler différemment pour que tu puisses travailler calmement, que ce ne sont pas tes amis, ta famille, ni tes ennemis qui doivent agir comme tu l'espères pour que tu te sentes bien. Le véritable contrôle commence lorsque tu te rends responsable de toi-même, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de la façon dont tu réagis. Lorsque tu comprends que l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que tu portes en toi. Gagner en pouvoir personnel ne signifie pas mettre tout le monde en ordre, mais cesser d'avoir besoin qu'il le soit. C'est pouvoir être au milieu du chaos sans perdre la clarté. C'est savoir que tu peux voir comment tout se dérègle sans te décomposer toi-même. Parce qu'au final, personne n'a l'obligation d'agir comme tu le souhaites. Personne ne vit pour répondre à tes attentes. Et tu n'as aucun droit de modeler les gens pour qu'ils correspondent à ton moule. Essayer ne fera que te rendre plus faible, plus dépendant, plus frustré. Se gouverner soi-même est un travail difficile. Il est plus facile d'essayer de contrôler les autres que de se regarder dans le miroir et de reconnaître son besoin de prendre le contrôle. Mais si tu veux vraiment la paix, la force et la liberté, tu devras te rendre à une vérité inconfortable. La seule chose que tu peux changer est en toi. Et ce changement nécessite de la discipline, de l'humilité et du courage. Chaque fois que tu veux corriger quelqu'un, reviens à toi. Demande-toi pourquoi cela t'affecte autant, pourquoi tu as besoin qu'il s'adapte à ta façon de voir la vie. Observe ta réaction sans la justifier. Ressens l'inconfort sans vouloir le cacher. Arrête de courir à l'extérieur et commence à marcher à l'intérieur. Parce que tant que tu essaieras de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu resteras esclave de tes propres attentes. La liberté émotionnelle ne naît pas de tout contrôler. Elle naît de l'abandon du besoin de contrôle. Celui qui se gouverne lui-même ne réagit plus par peur ou par anxiété. Il agit à partir de son centre, vit avec fermeté, choisit avec conscience. Et dans cet état, personne ne peut lui enlever la paix. 3. Ne crois pas tout ce que tu penses, remets tout en question. Tout ce qui traverse ton esprit n'est pas vrai. En fait, souvent, ton esprit ment. Et le pire, c'est qu'il le fait avec ta propre voix. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que personne ne t'aime, que tout va mal se passer, que si tu ne contrôles pas tout, tout va se briser. Et tu le crois. La plupart des gens ne remettent pas en question ce qu'ils pensent. Ils l'acceptent comme s'il s'agissait d'une sentence définitive. Mais ton esprit n'est pas un juge, c'est un interprète. Et souvent, il interprète à partir de la peur, de vieilles blessures, de croyances que tu traînes depuis que tu étais enfant.
Accepter, sans filtrer chaque pensée qui apparaît, c'est comme laisser n'importe quel étranger entrer chez toi et te dire comment vivre. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu penses, mais d'apprendre à observer, analyser, filtrer et décider ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton dialogue interne, il prendra le contrôle de toi. Et quand cela arrive, tu t'enfonces. Tu commences à vivre dans l'insécurité, la paranoïa, la douleur. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Ce ne sont pas les faits qui nous détruisent, ce sont nos interprétations. Épictète le disait clairement. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons sur ce qui nous arrive. L'esprit crée des réalités, mais il peut aussi te créer une prison. Une prison faite de pensées déformées, exagérées, chargées de peur, de culpabilité ou d'exigence. C'est pourquoi tu as besoin de tout remettre en question. Te demander si ce que tu penses est réel ou si c'est juste une vieille programmation qui se répète encore et encore. Chaque fois que ton esprit dit « tu ne peux pas », demande-lui « qui le dit ? Pourquoi ? Sur quoi se base-t-il ? Combien de fois l'ai-je cru sans le vérifier ? Parce que beaucoup de tes idées limitantes ne sont même pas les tiennes. Elles viennent de ta famille, de tes professeurs, de ton environnement, de la société. Tu les as adoptées sans t'en rendre compte et maintenant, elles sont devenues ta voix intérieure. Mais une voix répétée n'est pas une vérité. Et tu n'as pas à continuer à obéir à des mensonges qui ne font que t'affaiblir. Reprogrammer ton esprit commence par identifier ces phrases qui te sabotent. Commence par prendre conscience du dialogue que tu entretiens avec toi-même tous les jours. Te parles-tu comme à un ennemi, comme à un juge cruel, comme à quelqu'un qui s'attend toujours au pire? Alors ne sois pas surpris si tes émotions suivent le même chemin. La façon dont tu te parles construit la façon dont tu te sens, et cela finit par définir la façon dont tu agis. Tu n'as pas besoin de te battre avec ton esprit, tu as besoin de l'éduquer, de l'entraîner comme un muscle, et cela se fait avec de la répétition, des questions, de la conscience. C'est inconfortable au début, mais nécessaire. Chaque fois que tu ressens de la peur, du doute ou de la colère, ne te laisse pas emporter par la première pensée qui apparaît. Ne la prends pas pour un fait. Examine-la. Compare-la avec la réalité. Demande-toi si elle te pousse à grandir ou à reculer. Si elle te connecte à ton pouvoir ou à ta peur. Et si elle ne te sert pas, laisse-la partir. Ne t'accroche pas à la pensée simplement parce que tu la connais déjà. L'esprit est un outil puissant, mais il n'a pas été conçu pour te gouverner. Tu es au-dessus de tes pensées. Tu décides quelle histoire tu vas croire. Et si tu commences à tout remettre en question, si tu arrêtes d'avaler chaque idée qui apparaît sans l'analyser, tu vas remarquer quelque chose. Le bruit se calme, la clarté apparaît, et ta vie commence à s'organiser de l'intérieur. Non pas par magie, mais parce que tu as cessé d'obéir sans réfléchir. 4. Reconnais ta colère sans te transformer en elle. La colère ne te rend pas fort, elle ne te rend pas non plus courageux. Elle montre simplement que quelque chose en toi a perdu son équilibre. Peu importe combien d'excuses tu donnes, peu importe si tu dis que tu as été mis en colère, que tu ne pouvais plus supporter ou que tu avais raison d'exploser. La vérité est que, lorsque la colère te domine, tu n'es plus le maître. Ce sont tes blessures, tes frustrations, ton ego blessé qui commandent. Et si tu n'apprends pas à la reconnaître sans te laisser posséder par elle, tu continueras à faire du mal aux autres et à te détruire toi-même en silence. Accepter que tu ressens de la colère ne te rend pas faible. Ce qui te rend faible, c'est de ne pas la voir venir, de ne pas savoir la gérer et de justifier tes réactions comme si tu étais une victime sans choix. Il y a de la colère qui vient de la peur, de la colère qui vient de la douleur, de la colère qui vient de l'orgueil, et si tu ne la reconnais pas, tu deviens cela. Quelqu'un qui crie pour ne pas pleurer, qui offense pour ne pas se sentir vulnérable, qui blesse pour ne pas se voir blessé. La colère mal gérée n'est pas une force, c'est un cri désespéré de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il ressent. Le stoïcisme enseigne que les émotions ne doivent pas être niées, mais elles ne doivent pas non plus te gouverner. Ressentir de la colère n'est pas le problème. Le problème est de réagir à partir d'elle comme si c'était la seule vérité.
Lorsque tu t'identifies à ta colère, tu cesses de penser clairement. Tu perds la perspective. Tu t'enfonces dans une vision déformée où tout semble être une menace et tout le monde semble être un ennemi. La colère devient un filtre qui déforme la réalité. Et à partir de là, on ne prend pas de décision. On commet des erreurs. Maîtriser la colère ne signifie pas la réprimer. Cela signifie la regarder en face, comprendre d'où elle vient et agir sans te laisser emporter. Cela signifie te donner de l'espace avant de parler. Garder le silence quand tout en toi veut exploser. Quitter la scène si tu sais que tu vas dire quelque chose que tu regretteras plus tard. La vraie force est dans la pause. Dans celui qui peut sentir le feu mais ne se brûle pas avec lui. Dans celui qui sait qu'il a une limite et la respecte parce qu'il connaît les conséquences de ne pas le faire. Personne ne gagne en discutant avec colère. Personne ne construit le respect en criant. Personne ne se fait valoir par l'humiliation. Le véritable respect se construit à partir du contrôle, de la capacité à regarder l'autre avec fermeté, sans perdre les pédales, de la clarté de savoir qui tu es, même quand on te provoque. Et cela n'est possible que lorsque tu sépares ton identité de ton émotion. Tu n'es pas ta colère, tu es celui qui décide quoi en faire. Si tu es toujours à un commentaire de l'explosion, tu n'as pas le contrôle, tu es en mode automatique. Et vivre ainsi, c'est être à la merci de n'importe qui. N'importe qui peut appuyer sur ton bouton, n'importe qui peut faire ressortir le pire de toi. Ce n'est pas la liberté, c'est la dépendance émotionnelle. C'est pourquoi tu as besoin d'observer ta colère sans agir à partir d'elle. La ressentir, oui. Écouter ce qu'elle veut te dire aussi, mais sans permettre qu'elle te transforme en quelqu'un que tu ne peux pas soutenir par la suite. La colère peut être un signal. Quelque chose en toi a besoin d'attention, quelque chose n'a pas guéri ou quelque chose doit être dit. Mais une chose est d'exprimer et une autre très différente est de détruire. Celui qui se justifie en disant « je suis comme ça » renonce au pouvoir de se transformer. Et si tu n'apprends pas à maîtriser cette partie de toi, cette partie te traînera à perdre ce que tu apprécies le plus. Alors, la prochaine fois que tu la sens monter, ne fuis pas, ne la nie pas, mais ne te transforme pas non plus en elle. Respire, observe, reconnais, et ensuite décide. Parce que tu n'es pas venu au monde pour être l'esclave d'une émotion, mais pour la transformer en un canal pour ton véritable pouvoir. 5. Prends soin de ton énergie comme si elle était sacrée. Tu es épuisé non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de tout ce que tu permets. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures que tu travailles ou du nombre de responsabilités que tu portes, mais du nombre de personnes et de situations que tu laisses entrer sans filtre. La plupart se plaignent de fatigue, sans comprendre que leur énergie ne s'échappe pas à cause de l'effort, mais à cause du manque de limites. Elle est dépensée dans des conversations inutiles, dans des disputes sans sens, à trop penser à ce que font ou ne font pas les autres, à s'inquiéter pour des choses qui ne changeront pas simplement parce que tu te tortures à y penser. Et cette fuite constante te laisse vide, irrité, confus et sans motivation pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'être froid, égoïste ou distant. Il s'agit de reconnaître que ton énergie n'est pas infinie. Elle est limitée. Et chaque décision que tu prends, chaque personne que tu écoutes, chaque environnement dans lequel tu restes, nourrit ou draine cette énergie. Le problème est que beaucoup vivent comme s'ils étaient une batterie éternelle, offrant leur attention à tout ce qui bouge, portant les problèmes de tout le monde, disant oui par peur de déranger, étant disponibles pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Le stoïcisme l'a bien compris. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir sur quoi tu te concentres. Ce que tu nourris grandit, et ce que tu répètes devient ton état habituel. Si chaque jour tu es entouré de plaintes, de gens qui drainent, d'environnements qui t'éteignent, ton esprit s'adapte à cela et ton corps en souffre. Mais si tu apprends à protéger ton espace intérieur, à dire non sans te sentir coupable, à couper ce qui n'apporte rien, alors tu retrouves de la force. Parce que prendre soin de ton énergie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et celui qui n'apprend pas à le faire finit par payer le prix avec sa santé mentale, émotionnelle et même physique.
Arrête d'être disponible pour tout. Tu n'as pas à répondre à chaque message immédiatement. Tu n'as pas à accepter chaque invitation. Tu n'as pas à résoudre les problèmes de tout le monde. Ton énergie est à toi et tu as le droit de la protéger comme tu le ferais avec ce que tu possèdes de plus précieux. Parce que c'est ce que c'est. Ton attention, ton calme, ta clarté sont des biens sacrés. Et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Les gens qui ne respectent pas tes limites ont l'habitude de les franchir parce que tu ne les as jamais établies. Commence par faire un nettoyage. Regarde honnêtement quelles personnes t'ajoutent et lesquelles t'éteignent, quelles routines t'élèvent et lesquelles te tirent vers le bas. Quelles pensées répètes-tu qui te font te sentir plus fort et lesquelles te font douter de toi? Et quand tu vois tout clairement, commence à prendre des décisions inconfortables. Parce que prendre soin de ton énergie implique de déranger les autres. Tu vas décevoir celui qui avait l'habitude que tu sois toujours disponible. Tu vas déranger celui qui profitait de ton manque de limites. Mais ce malaise vaut plus que de continuer à te sacrifier pour soutenir les autres pendant que tu t'effondres à l'intérieur. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, il s'agit de choisir intelligemment, de savoir que chaque fois que tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas, tu dis non à toi-même, de comprendre que ta paix a un prix et celui qui n'est pas prêt à le payer ne mérite pas de rester. Parce qu'à la fin de la journée, ton énergie est la base de tout. Sans elle, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas soutenir quoi que ce soit. Et si tu ne la protèges pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. L'ennemi le plus cruel n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il vit dans ta tête et porte ton nom. C'est cette voix qui t'insulte quand tu te trompes, qui te compare aux autres quand tu n'avances pas comme tu le voudrais, qui te répète encore et encore que tu n'es pas à la hauteur. Cette voix ne naît pas de la vérité. Elle naît des années d'exigence, de blessures non résolues, de modèles qui t'ont appris à te valoriser seulement quand tu es utile, productif ou parfait. Et le plus absurde, c'est que tu acceptes cette façon de te traiter comme si elle était normale, même comme si elle était méritée. Tu ne tolérerais pas que quelqu'un que tu aimes te dise que tu es une déception, que tu ne réussiras jamais rien ou que tu es un échec à chaque fois que tu tombes. Mais tu te le dis toi-même, sans ciller, parce que tu l'as normalisé, parce que tu as grandi en pensant que te parler durement était de l'exigence, que te juger était de la discipline, que te punir était le chemin vers le changement. Mais ce n'est pas de l'exigence, c'est de la maltraitance. Ce n'est pas de la motivation, c'est de l'épuisement émotionnel. Et tu ne vas pas construire une vie forte à partir de la haine de toi-même. Le stoïcisme ne parle pas d'adoucir la vie, mais il parle d'être sage avec l'esprit. Et un esprit qui est traité avec brutalité ne peut pas trouver la sérénité. La discipline ne se contredit pas avec la compassion. Tu peux t'exiger sans te détruire. Tu peux reconnaître tes erreurs sans piétiner ton estime de toi. En fait, si tu veux te maintenir dans le temps, si tu veux avancer avec clarté, tu as besoin d'apprendre à te parler à partir d'un lieu de respect. Parce que si tu ne te respectes pas, toute critique va te renverser. Et si tu ne crois pas en toi, aucun succès ne te comblera. Chaque mot que tu utilises avec toi a du pouvoir. La façon dont tu te parles façonne l'image que tu as de toi. Si chaque jour tu répètes que tu ne peux pas, que tu es faible, que tu ne sers à rien, peu importe combien tu es capable, tu finiras par agir à partir de cette croyance. Mais si tu te parles avec force, avec clarté, avec fermeté et sans mépris, tout change. Parce que tu cesses d'être ton bourreau et tu deviens ton propre guide. Tu n'as pas besoin de te mentir ou de gonfler ton ego. Tu as juste besoin de te parler comme quelqu'un qui mérite du respect. Commence par observer ton dialogue interne. Écoute ce que tu te dis quand tu échoues, quand tu es fatigué, quand les choses ne se passent pas bien. Te punis-tu ou apprends-tu? Te noies-tu ou te relèves-tu? Parce que si tu ne le remets pas en question, tu vas vivre sous la narration d'un critique interne qui ne sera jamais satisfait. Et si cette voix ne se transforme pas, tout ce que tu accomplis continuera à te sembler insuffisant. Reprogrammer ton esprit signifie aussi rééduquer cette voix.
Et pour le faire, tu dois être ferme, mais juste. Tu peux te dire la vérité sans te humilier. Tu peux te regarder en face sans te détruire. Le respect de soi ne se construit pas avec des cris, il se construit avec de la cohérence. Et la cohérence commence quand ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais vont dans la même direction. Personne ne va te sauver de toi-même. Personne ne va entrer dans ta tête pour faire taire cette voix si tu ne le fais pas d'abord. Et pour le faire, tu dois choisir consciemment un nouveau langage. Un langage qui n'est pas condescendant, mais qui est digne. Parce que si tu ne te parles pas comme quelqu'un qui mérite de l'amour, tu vas accepter n'importe quel traitement là-bas. Tu vas vivre en cherchant l'approbation parce qu'elle n'existe pas en toi. Tu vas exiger de l'amour, mais tu ne sauras pas le recevoir. La façon dont tu te parles est la base de tout. Si tu te traites comme un ennemi, tu vivras comme si le monde entier l'était. Mais si tu commences à te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes vraiment, tu deviendras quelqu'un d'impossible à renverser. 7. Donne un sens à ce que tu vis, pas à la souffrance. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Tout ce qui te fait mal n'a pas à te briser. Tout ce qui te blesse n'a pas à te laisser porter une croix pour le reste de ta vie. Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es, mais ce que tu en fais, oui. Et si la seule chose que tu fais est de le répéter dans ta tête comme une condamnation éternelle, si chaque fois que tu trébuches, tu utilises le passé comme excuse, alors tu n'apprends pas, tu revivifies encore et encore ta propre blessure. La plupart traînent la douleur comme s'il s'agissait d'une identité. Ils s'accrochent à ce qu'ils ont perdu, à ce qui n'a pas été, à ce qu'on leur a fait, comme si tout cela expliquait leur valeur. Mais vivre ainsi, c'est perpétuer le mal, c'est rester attaché à ce qui n'est plus. C'est permettre que ce qui s'est passé continue à te contrôler, non pas parce qu'il a encore du pouvoir, mais parce que tu n'as pas voulu lâcher le récit de la victime. Et attention, reconnaître la douleur n'est pas une faiblesse, c'est nécessaire. Mais le nourrir chaque jour jusqu'à ce qu'il t'enferme est une autre chose, parce qu'il y a une ligne très fine entre traiter la douleur et se rendre à elle. Le stoïcisme enseigne à regarder la réalité avec crudité, mais aussi avec un but. Les choses ne se passent pas toujours bien, c'est un fait. Les gens échouent, les pertes font mal, la vie frappe, mais ce qui distingue une personne forte de quelqu'un qui s'effondre n'est pas ce qui lui arrive, mais ce qu'elle en fait. Tu peux utiliser la douleur comme une excuse ou comme une motivation. Tu peux te noyer dans ce que tu ne comprends pas ou le transformer en une leçon qui te renforce. Et cette décision, aussi difficile soit-elle, est toujours entre tes mains. Chaque expérience, même la plus dure, peut avoir un sens. Non pas parce que la douleur est bonne, mais parce que tu peux la transformer. Tu peux décider que cette chute a été le début de ta force, que ce rejet t'a appris à te valoriser, que cette trahison t'a obligé à poser des limites. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit de ne pas la laisser devenir ta maison. Parce que si tu ne lui donnes pas de sens, tu vas vivre piégé, répétant les mêmes histoires, blâmant les mêmes fantômes, sans jamais vraiment avancer. Et donner un sens ne signifie pas tout comprendre. Cela signifie choisir comment tu l'intègres dans ta vie. Cela signifie prendre ce qui t'est arrivé et te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela me rend-il plus fort ? Comment puis-je éviter que cela me détruise ?» C'est la vraie liberté. Non pas changer le passé, mais décider comment vivre avec lui. La souffrance perpétuelle n'est pas noble. Elle ne te rend pas plus profond. Elle ne te rend pas plus humain. Elle te rend plus amer, plus réactif, plus incapable de voir tout le bien que tu as. Si tu vis à partir de la blessure, tout ce que tu fais sera à partir du manque. Mais si tu vis à partir du sens, même la douleur devient pouvoir. Parce que rien ne te brise complètement quand tu sais pourquoi tu te tiens debout. Alors, la prochaine fois que quelque chose te fait mal, ne reste pas là. Ne deviens pas ce qui t'est arrivé. N'utilise pas la douleur pour justifier ton inaction. Utilise-la comme un signal, utilise-la comme une motivation, transforme-la en leçon, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et tu continueras à répéter l'histoire de quelqu'un qui a tellement souffert qu'il a oublié de vivre. 8.
Répète ta décision tous les jours jusqu'à ce que tu y crois. Décider de changer n'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir cette décision lorsque tout en toi veut revenir en arrière. Lorsque ton esprit te dit que tu ne peux pas, que cela n'a pas de sens, que tu es seul, que c'est plus facile d'abandonner. C'est pourquoi il ne suffit pas de décider une fois. Il ne suffit pas de dire « je vais le faire » et d'espérer que l'élan initial durera pour toujours. Parce qu'il ne durera pas, il va s'éteindre. Et c'est là que se définit qui tu es vraiment. La véritable transformation ne naît pas de moments d'inspiration. Elle naît de la répétition de la décision tous les jours, même lorsque tu n'as pas envie, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu as l'impression que rien ne change. La répétition n'est pas une faiblesse. C'est ce qui façonne ton caractère. C'est ce qui transforme une intention en une habitude, une idée en une identité. Et si tu veux reprogrammer ton esprit, il n'y a pas de raccourci. Tu devras te rappeler chaque jour ce que tu as choisi d'être et agir en conséquence. La plupart commencent avec force, mais abandonnent au premier obstacle. Parce qu'ils attendent des résultats immédiats, une reconnaissance externe, des changements visibles en peu de temps. Et lorsque cela n'arrive pas, ils pensent qu'ils ont échoué. Mais ils n'ont pas échoué. Ils ont simplement oublié que tout changement profond est inconfortable, lent, parfois invisible. Que les racines ne se voient pas, mais soutiennent tout ce qui pousse. Que répéter ta décision, encore et encore, est ce qui construit la version de toi que tu ne connais pas encore, mais qui a déjà commencé à se former. Le stoïcisme parle de constance, de discipline, de ne pas dépendre de l'humeur pour faire ce qui est juste, d'agir selon tes principes, non selon ton état émotionnel du moment, parce que si tu n'agis que lorsque tu te sens bien, tu n'es pas engagé, tu joues. Si tu n'entraînes ton esprit que lorsque tout est calme, tu ne te renforces pas, tu fuis le véritable défi. Et le véritable défi est de continuer à avancer lorsque tout en toi te demande de t'arrêter. Répéter ta décision, c'est te rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé. C'est réaffirmer qui tu choisis d'être aujourd'hui, même si tu as échoué hier. C'est ne pas permettre qu'un mauvais moment détruise ton chemin. C'est résister à la tentation de te saboter, de t'abandonner, de te rendre. Parce que se rendre est facile, n'importe qui peut le faire. Ce qui est difficile, c'est de tenir bon lorsque personne ne t'applaudit, lorsque personne ne te voit, lorsque la seule motivation que tu as est ta parole. Et si au début tu n'y crois pas, ce n'est pas grave, répète-le quand même. Répète-le même si tu as l'impression de faire semblant. Parce que chaque fois que tu le fais, quelque chose en toi change. Ton esprit commence à s'adapter, ton corps commence à te suivre, ton environnement commence à répondre différemment. La répétition est le marteau qui brise les vieilles chaînes. Ne la sous-estime pas. Ne dis pas « je l'ai déjà dit une fois ». Dis-le jusqu'à ce que tu y crois, jusqu'à ce que cela te semble naturel, jusqu'à ce que tu le vives sans y penser. Tu n'es pas obligé d'être la personne que tu étais hier. Tu n'es pas condamné à répéter tes erreurs. Mais pour construire une nouvelle version de toi, tu devras être brutalement constant. Tu devras répéter ton engagement, même si tu es brisé, ta discipline même si tu es fatigué, ta vision même si tu ne vois pas encore de résultats. C'est le prix de la liberté intérieure, et cela vaut chaque goutte d'effort, parce que celui qui répète sa décision jusqu'à y croire, finit par la devenir. Non pas par magie, non pas par chance, mais par volonté. Et cette volonté, lorsqu'elle est ferme, lorsqu'elle ne négocie pas, lorsqu'elle ne se trahit pas, crée une force que personne ne peut enlever. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, il y a des présences qui sont comme le soleil. Elles n'ont pas besoin de permission pour briller, mais quand elles s'en vont, on ressent le froid. Elles ne font pas de scandale, elles ne préviennent pas de leur départ. Elles disparaissent simplement, et tout change.
L'ombre s'allonge, le silence pèse, et alors tu comprends la valeur de cette lumière que tu pensais toujours là. C'est ainsi que se manifeste l'absence consciente. Ce n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Ce n'est pas une punition, c'est une clarté. C'est regarder autour de toi et te rendre compte que tu n'as pas à continuer à insister là où tu n'as plus ta place, là où on ne te respecte plus, là où ton énergie est gaspillée à te justifier, à t'expliquer ou à t'intégrer. Ce n'est pas un message pour plaire. C'est une vérité inconfortable. Tu donnes trop là où rien n'est valorisé. Tu essaies de remplir des espaces qui ne t'appartiennent pas. Tu t'étires pour t'intégrer dans des vies qui ne te soutiennent même pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris que le silence est égoïste, que s'éloigner est une trahison, que te taire est un abandon. Mais ce n'est pas le cas. Le stoïcisme le rend clair. Celui qui maîtrise son intérieur maîtrise sa vie. Et te maîtriser, c'est aussi savoir quand ne plus donner. Savoir quand fermer la porte sans regarder en arrière. Non pas par orgueil, mais par dignité. Parce que lorsque ton absence est intentionnelle, ta présence devient puissante. Tu cesses d'être une option confortable et tu deviens un luxe rare. Cette vidéo n'est pas une invitation à être indifférent. C'est une provocation à être sélectif, à ne pas gaspiller ton énergie sur ceux qui ne font que la consommer. À comprendre que tu n'as pas besoin de faire du bruit pour laisser une trace. Que tout ce qui s'éloigne n'est pas perdu. Parfois, ce qui s'en va commence seulement à avoir de la valeur. 1. Ferme la porte sans regarder en arrière, là où on ne fait plus de place pour toi. Il y a des portes qui grincent chaque fois que tu essaies de les ouvrir. Non pas parce qu'elles sont fermées à clé, mais parce qu'elles n'ont pas été utilisées depuis trop longtemps. Tu continues à frapper avec patience, expliquant ta présence, suppliant pour un espace qui fut un jour le tien, mais qui n'existe plus. Et dans cet effort pour entrer, tu te brises, tu t'oublies, tu t'épuises à essayer de t'insérer là où on t'a rendu invisible. Il est temps de comprendre. Toutes les portes ne sont pas cassées, certaines ne sont simplement plus ton entrée. Fermer la porte sans regarder en arrière n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. C'est avoir le courage de lâcher ce qui t'a soutenu, mais qui maintenant ne fait que t'écraser. C'est rompre avec ce qui te retient, même si ça fait mal. Parce que ça fait mal, oui. Parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas de partir, c'est d'avoir enduré autant. D'être convaincu qu'un jour il changerait, qu'il te valoriserait bientôt, que tu exagérais. Mais tu n'exagérais pas, tu te réveillais. Le stoïcisme ne t'apprend pas à mépriser les autres, il t'apprend à prioriser ton centre. Et si quelque chose ne nourrit pas ta paix, c'est ta responsabilité de t'éloigner. La vie est trop courte pour vivre à genoux émotionnellement, mendiant de l'attention, traînant des affections qui ne fonctionnent que lorsque tu fais le travail de deux. Tu n'es pas ici pour t'adapter de force, tu es ici pour vivre avec cohérence. Et si cela signifie partir, que cela soit. Mais par la tête haute, la conscience tranquille et la certitude que tu ne t'es pas perdu, tu t'es choisi. Beaucoup ont peur de fermer des cycles parce qu'ils sentent que cela les rend égoïstes ou insensibles. Mais il n'y a rien de plus faux. Partir est aussi une forme d'amour de soi. Dire « cela ne me correspond plus, cela ne me construit plus, cela ne reflète plus qui je suis ». Et cela n'a pas besoin d'être expliqué, ni défendu, ni validé. Parce que lorsque tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu agis simplement en conséquence. De plus, celui qui ne t'a pas fait de place quand tu étais là ne mérite pas d'explication quand tu pars. Ton absence sera la réponse. Et si quelqu'un t'a déjà apprécié, il le saura dans ce silence. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils disent, inquiète-toi de ce que tu permets. Parce que tant que tu continues à franchir des portes où tu n'es plus le bienvenu, tu continues à te trahir. Et personne qui se trahit lui-même ne peut vivre en paix. L'absence consciente est cette décision ferme de ne plus ouvrir des portes qui se sont fermées d'elles-mêmes. C'est accepter que tu mérites d'être dans des endroits où tu n'as pas à demander la permission d'être toi, où ta lumière ne dérange pas, où ta profondeur n'est pas un problème, où ton énergie ne se consume pas à expliquer ta valeur. Ferme la porte.
Fais-le avec dignité. Ne claque pas la porte. Ne pleure pas à l'entrée. Tourne-toi simplement, respire et avance. Parce que ce qui est devant ne se trouve pas si tu restes arrêté à attendre qu'on t'appelle. Quand tu décides de vraiment fermer une porte, tu ne libères pas seulement ton temps et ton espace, tu libères ton énergie, ton esprit et ton identité. Tu récupères des parties de toi que tu as laissées coincées là, entre les excuses, les peurs et les attentes. Et ce n'est qu'alors que tu te rends compte de tout ce que tu as perdu en ne partant pas à temps. Ta valeur ne se mesure pas à combien tu endures, mais à combien tu te respectes. Alors n'essaie plus d'ouvrir des portes qui ne s'ouvrent plus, ne demande plus de place où on ne t'en a pas réservé une, et n'insiste pas pour rester là où on t'a poussé à partir. Parce que la véritable transformation commence quand tu comprends que fermer la porte n'est pas perdre, c'est commencer à gagner. 2. Que ton silence soit le message que personne ne peut ignorer. Le tonnerre n'a pas besoin d'explication. Il gronde, retentit et laisse clairement entendre que quelque chose a changé. Mais avant le tonnerre, il y a un instant de silence qui annonce tout. Ce bref moment où le monde semble retenir son souffle. C'est ainsi que fonctionne le silence conscient. Ce n'est pas du vide, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de l'indifférence. C'est un cri sans bruit qui révèle une transformation interne. C'est un message clair pour qui sait écouter et une alarme pour qui te tenait pour acquis. Il y a des personnes qui ne comprennent ta valeur que lorsqu'elles n'ont plus accès à ta voix. Lorsque l'écho de ton absence commence à sonner plus fort que n'importe quel mot que tu as jamais dit. Parce que tu as parlé 1000 fois, calmement, patiemment, avec l'envie de construire, de résoudre, de faire fonctionner ce qui ne fonctionnait clairement plus. Mais ils n'ont pas écouté, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne s'en souciaient pas assez. Alors le silence devient nécessaire, non pas comme une punition, mais comme une déclaration. Le stoïcisme nous enseigne que tout ne doit pas être dit, qu'il y a de la sagesse dans la retenue, que choisir quand se taire est un acte de pouvoir. Parler est facile, mais maintenir le silence quand ça brûle à l'intérieur est un signe de maîtrise de soi. Et celui qui se maîtrise, maîtrise le jeu. Tu n'es pas ici pour mendier de la compréhension. Tu es là pour marcher fermement, même quand il n'y a pas d'applaudissements. Et parfois, le chemin le plus ferme est celui que tu parcours sans faire de bruit, sans annoncer chaque pas, sans chercher de témoins. Ton silence commence à être inconfortable pour ceux qui ne voulaient de toi que ta disponibilité, pas ta présence. Pour ceux qui se sont habitués à ta réponse immédiate, à ton réconfort facile, à ton énergie sans limite. Mais quand tu choisis de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de ne pas justifier, tu forces l'autre à faire face à son propre manque d'attention, de réciprocité, de présence. Ils ne peuvent plus t'ignorer, car maintenant le vide que tu as laissé parle pour toi. Mais attention, tout silence n'est pas sain. Se taire par peur n'est pas du silence conscient. Se taire par soumission non plus. Le silence dont nous parlons ici est un choix, pas une imposition. C'est le moment où tu décides que ta paix est plus importante qu'une dispute sans sens, que ton temps est plus précieux qu'un combat inégal, que ton énergie mérite une destination plus haute qu'un mur sourd. Dans la pratique quotidienne, ce silence se voit dans la façon dont tu arrêtes de répondre aux provocations, dans la façon dont tu te retires des espaces où ton moral est seulement consommé, dans la façon dont tu t'éloignes des conversations qui n'ajoutent rien, des liens qui te soustraient, des environnements qui intoxiquent. Et tu ne le fais pas avec haine. Tu le fais avec la fermeté de celui qui a compris que sa présence est un cadeau, pas une obligation, que sa voix a du pouvoir, mais aussi son silence. Le silence bien utilisé n'est pas une arme, c'est un filtre. Il laisse passer ce qui compte et bloque ce qui épuise. Et dans cet espace que tu crées en te taisant, commence à grandir quelque chose de plus fort, ta clarté, ton intuition, ton but, parce que lorsque le bruit cesse, tu entends ce qui compte vraiment. Et tu n'y arrives pas dans le bruit de la plainte, ni dans l'épuisement de l'explication constante. Tu y arrives quand tu décides de ne pas réagir à tout, de ne pas répondre à tous, de ne pas être là pour celui qui n'est plus là pour toi.
Laisse ton silence construire le respect. Qu'il soit si ferme qu'il n'a pas besoin d'interprétation. Qu'il ne soit pas passif ni évasif, mais conscient et puissant. Et lorsque tu l'appliques avec intention, tu verras comment beaucoup commencent à te prêter attention, non pas parce que tu parles, mais parce que tu as cessé de le faire. Parce que ton silence maintenant pèse plus que 1000 discours vides. 3. Ne vends pas ton accès comme si ta valeur était bon marché. Il y a des pièces qui brillent beaucoup, mais qui n'achètent rien. Et il y en a d'autres, discrètes et sans ornement, qui ouvrent des portes que peu de gens connaissent. Il en va de même pour toi. Si tu te donnes sans filtre, si tu te proposes sans mesure, si tu te montres sans conscience de ce que tu vaux, tu finiras par être traité comme quelque chose de jetable. Parce que dans cette vie, ce qui est donné sans critères est reçu sans respect. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais pour les autres, mais dans le respect que tu te portes en décidant qui a accès à toi. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible, il s'agit de fixer des limites, de faire comprendre que tout le monde ne mérite pas d'entrer dans tes espaces intérieurs, de connaître tes pensées, de profiter de ton énergie ou de t'avoir disponible à chaque instant. L'accès est un privilège, pas un droit, et quand tu le donnes sans filtre, tu permets à n'importe qui de s'installer dans ta vie, y compris ceux qui ne viennent que pour profiter, manipuler, épuiser ou simplement occuper de l'espace. Le stoïcisme enseigne à vivre avec intention, et vivre avec intention signifie aussi être conscient de qui tu donnes ton temps, ton écoute, ton aide, parce que si tout le monde peut t'avoir quand il le veut, où est ton autorité sur ta vie? Où est ton respect de toi-même? Tu ne peux pas exiger de la valeur quand tu dévalues ta présence, par peur d'être abandonné, par besoin d'approbation, par vide émotionnel. Celui qui donne tout sans critères finit par être vide à l'intérieur et utilisé à l'extérieur. L'absence consciente commence par cela, par te réserver, non par ego, mais par sagesse. Parce que tu sais que tu ne peux pas être disponible pour tout le monde, tout le temps, sans te perdre dans le processus. C'est ta responsabilité de protéger ton énergie, de prendre soin de ton attention, de protéger ta paix. Personne d'autre ne le fera pour toi. Et si tu n'apprends pas à dire non, tu continueras à te disperser en morceaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Regarde ta vie comme un cercle sacré. Tout le monde ne peut pas le traverser. Certains doivent rester à l'extérieur, non pas parce que tu les détestes, mais parce qu'ils n'apportent rien qui édifie, parce qu'ils ont déjà montré qu'ils ne savent pas prendre soin de ce qu'on leur donne, parce que leur présence n'ajoute rien, elle ne fait que consommer. Et si tu n'as pas le courage de fermer cette porte, ils continueront à entrer, à détruire et à sortir comme si de rien n'était. En pratique, cela se voit dans ta réponse. Si tu es toujours disponible pour celui qui ne l'est jamais pour toi, si tu te dévoues à aider celui qui ne s'arrêterait pas une minute pour t'écouter, si tu dis oui quand tout ton corps crie non. Arrête de donner ton accès comme si ta présence ne valait rien. Chaque fois que tu le fais, tu réduis ta propre perception de la valeur. Et le monde, crois-moi, le remarque. Ne confonds pas la gentillesse avec la faiblesse. Ne confonds pas la compassion avec le manque de limites. Tu peux être généreux, empathique, humain, et en même temps sélectif, ferme, exigeant. Parce que le respect commence par toi. Et si tu ne le sèmes pas, personne d'autre ne le fera. Prends soin de ton espace comme tu prends soin de quelque chose de sacré. Parce que c'est le cas. C'est toi, ton histoire, ton énergie, ton temps, ton esprit. Et tu ne donnes pas ça à n'importe qui. Quand tu arrêtes de vendre ton accès à bas prix, quelque chose change. Tu commences à t'entourer de personnes qui apprécient vraiment ta présence, qui ne te cherchent pas seulement par nécessité, qui comprennent que d'être avec toi n'est pas automatique, mais quelque chose qui se gagne. Et c'est là que ta vie commence à s'élever. Parce que quand tu te traites comme un luxe, le monde apprend aussi à te voir ainsi. 4. Fais de ton intérieur un feu qui brille sans demander la permission. Un vrai feu n'a pas besoin d'être regardé pour brûler. Il ne crie pas, ne supplie pas pour l'attention, ne court après personne. Il brûle simplement, il réchauffe, il éclaire, et celui qui s'approche le ressent.
C'est ainsi que doit être ton intérieur, une flamme qui n'attend pas l'approbation externe pour exister, qui ne s'éteint pas chaque fois qu'elle n'est pas validée, qui ne dépend pas des projecteurs pour avoir de la valeur. Parce que lorsque tu fais de toi un vrai feu, tu cesses de vivre comme une étincelle qui n'existe que lorsque quelqu'un d'autre l'allume. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens cherchent à être vus, reconnus, approuvés. Ils postent, commentent, se comparent. Ils font tourner leur vie autour du regard de l'autre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout cela est éphémère. Que ce qui est construit à partir du besoin de plaire s'effondre avec le moindre rejet. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu montres, il est dans ce que tu es quand personne ne te regarde. Dans cette force silencieuse qui n'a pas besoin de permission pour briller. Dans cette identité ferme qui ne se dissout pas quand il n'y a pas d'applaudissements. Le stoïcisme insiste sur ce point. Tout ce qui est important est à l'intérieur. Et si tu n'apprends pas à te construire de l'intérieur, n'importe quel vent extérieur te renverse. C'est pourquoi ta tâche n'est pas d'impressionner, c'est de t'allumer. Travailler ton esprit, ton caractère, tes valeurs. Être quelqu'un qui inspire sans le dire, qui dirige sans s'imposer, qui transforme sans besoin de protagonisme. Parce que ce qui est authentique n'a pas besoin d'ornement, et ce qui est fort n'a pas besoin de le prouver à chaque pas. L'absence consciente se nourrit aussi de cela. Parce que lorsque tu apprends à être avec toi, sans anxiété, sans vide, sans urgence d'être vu, alors tu deviens libre. Ton feu commence à grandir en silence. Et quand tu reviens au monde, tu ne le fais pas pour mendier de l'affection, mais pour partager ta présence. C'est la différence entre quelqu'un qui s'est construit dans l'ombre et quelqu'un qui vit en fonction de la scène. L'un se tient même s'il n'est pas applaudi, l'autre tombe s'il n'est pas regardé. En pratique, cela implique des moments de solitude choisis, des espaces où tu t'écoutes sans filtre, des décisions que tu prends par conviction et non par pression sociale. Cela se reflète dans ta façon de parler, d'agir, de faire face aux choses, dans la façon dont tu ne te traînes pas pour être accepté, dans la façon dont tu ne t'éteins pas pour t'intégrer, dans la façon dont tu restes ferme, même si le monde ne le comprend pas, parce que tu ne vis plus pour expliquer, tu vis pour être. Et cela suffit. Fais de ton intérieur un feu que personne ne peut éteindre, mais qui n'a pas non plus besoin de crier pour exister. Que ce qui te soutient ne soit pas la flatterie, mais la discipline. Que ce qui te pousse ne soit pas la compétition, mais le but. Que ton énergie ne dépende pas de l'opinion des autres, mais de ta clarté intérieure. Alors, même en ton absence, le feu se fera sentir, parce que tu n'as pas besoin d'être physiquement présent pour laisser une trace. Quand tu as allumé quelque chose de vrai en toi, ton passage est mémorable, ton silence est respecté, ton énergie transcende. Rappelle-toi ceci, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui brille sans demander la permission, quelqu'un qui ne se vend pas, ne se rabaisse pas, ne se plie pas. Quelqu'un qui allume sa propre flamme et laisse le monde décider s'il s'approche ou s'éloigne. Mais cette personne ne dépend de personne, parce que son feu est interne, et cela, personne ne peut le lui enlever. 5. Que tes actions crient ce que ta bouche n'a plus besoin de dire. Un marteau n'annonce pas qu'il va frapper, il le fait. Une tempête ne demande pas la permission de pleuvoir, elle arrive. Et le feu n'explique pas pourquoi il brûle. Il brûle, simplement. Tes actions doivent être ainsi, claires, percutantes, fermes. Dans un monde plein de bruit où tout le monde parle, donne son avis et se justifie, tu dois être quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui laisse une trace, non pas parce qu'il crie, mais parce qu'il construit ou détruit à chaque pas. Parce que si ta vie nécessite trop d'explications, c'est que tes actes ne parlent pas encore assez fort. Il y a des moments où ta voix ne sert plus à rien. Non pas parce que tu ne sais pas t'exprimer, mais parce que celui qui est en face de toi n'est pas intéressé à écouter. Tu as trop parlé, tu as trop expliqué, tu as essayé de justifier chaque décision que tu as prise par amour-propre, chaque limite que tu as fixée pour ta santé mentale, chaque absence que tu as choisie par respect personnel. Et pourtant, certains ne comprennent toujours pas. Alors tu te rends compte qu'il est temps de te taire et de bouger.
Parce que parfois, le silence et l'action sont les seuls langages qui éveillent la conscience chez ceux qui te prenaient pour acquis. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de vertu à dire que tu vas changer, mais à changer. Qu'il n'y a pas de force à promettre, mais à faire. Que le respect se gagne avec la constance, pas avec les mots. C'est pourquoi, lorsque tes actions sont cohérentes, tu n'as plus besoin de parler autant. Quand tu décides de t'éloigner, tu le fais sans donner 1000 explications. Quand tu décides de fixer des limites, tu les maintiens sans négocier ta dignité. Et quand tu décides de recommencer, tu le fais à partir d'un silence paisible qui n'a pas besoin d'être compris par tous. Arrête de dire que tu te respectes si tu continues à retourner là où on t'a humilié. Arrête de répéter que tu as appris si tes habitudes restent les mêmes. Arrête de raconter que tu as fermé des cycles si tu continues à espionner par le trou de la serrure. Le monde n'a pas besoin que tu parles de ton évolution, il a besoin de la voir. Et tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un que tu changes, tu as besoin de le prouver à toi-même. Le respect commence là, dans la cohérence brutale entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tes actions servent aussi à filtrer. Quand tu arrêtes de parler et que tu commences à agir, beaucoup de gens sont mal à l'aise. Certains s'éloignent, d'autres sont surpris, beaucoup essaient de te discréditer. Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu cesses de jouer le rôle confortable que tu jouais pour eux. Tu montres une version de toi qui n'a plus besoin d'être comprise pour rester ferme. Et cela, pour beaucoup, est menaçant. Mais pour toi, c'est libérateur. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans la façon dont tu choisis ce que tu fais de ton temps, de ton corps, de ton attention. Si tu te lèves et t'entraînes même si personne ne le voit. Si tu travailles pour tes objectifs, même si personne ne le célèbre. Si tu arrêtes de répondre aux messages qui ne méritent plus de réponse. Si tu t'éloignes de ce qui t'a retenu. Si tu arrêtes de justifier tes décisions face à celui qui n'a jamais remis en question les siennes. Parce que quand tes actes crient, ta voix peut se reposer. Tu n'as plus à défendre ton chemin, il te suffit de le parcourir. Fais de ta vie une déclaration. Que ta façon d'être dans le monde soit un message constant. Que ta discipline soit l'argument le plus fort. Que ta distance soit la conséquence logique de la maltraitance. Que ton évolution soit visible sans avoir à dire que tu changes. Parce que quand tes actions parlent, les mots sont superflus. Et quand ton énergie est claire, celui qui a des yeux voit. Au final, celui qui te valorise vraiment n'a pas besoin que tu lui expliques. Il le sent. Il le respecte, il l'honore, et celui qui ne le fait pas, qu'il se perde dans son bruit. Toi, continue à marcher. Que tes pas crient ce que ta bouche n'a plus besoin de dire. 6. Disparais un instant pour qu'ils comprennent ton poids réel. Quand l'ancre se lève, le bateau bouge. Ce n'est qu'alors que la mer comprend la force qui résidait dans ce qui semblait immobile. Il en va de même pour toi. Tant que tu es là, tant que tu soutiens, tant que tu réponds, peu de gens remarquent le poids réel de ta présence. Mais quand tu te retires, quand tu te tais, quand tu choisis de disparaître pour un moment, la structure chancelle. Parce que ton absence, bien utilisée, n'est pas un abandon, c'est une révélation. Tu ne pars pas pour punir, tu pars pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils ne voyaient plus. La plupart des gens ne perçoivent pas la valeur de la constance. Ils s'y habituent, ils le prennent pour acquis. Ils pensent que tu seras toujours là, que tu répondras toujours, que ton énergie, ton temps et ton attention sont des ressources infinies. Et toi, par habitude ou par peur, tu continues à être là, même quand tu n'as plus rien à donner, jusqu'à ce qu'un jour tu comprennes que disparaître n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est regarder tes limites et les respecter. C'est arrêter de porter le poids de ce qui ne te concerne pas. Le stoïcisme te rappelle que l'équilibre intérieur est plus important que toute approbation externe, que la vertu est aussi dans le retrait stratégique. Savoir quand s'arrêter. Comprendre que ta présence perd de sa puissance quand elle est partout, mais que ton absence bien dirigée peut transformer les relations, les environnements et les perspectives.
non pas parce que c'est un coup manipulateur, mais parce que cela oblige l'autre à affronter le vide que tu remplissais sans qu'il s'en rende compte. En pratique, cela signifie te donner un espace sans avoir besoin de demander la permission. Éteindre le téléphone. Ne pas être disponible un week-end, sortir de la conversation qui t'épuise, t'éloigner de ce groupe où l'on répète toujours la même chose et où il n'y a plus de croissance. Annuler des rencontres qui n'apportent rien, te préserver, te récupérer, te reconnecter. Parce que quand tu vis en donnant, tu dois aussi apprendre à t'arrêter, à partir un moment, à te retrouver avant que cela ne devienne normal de te perdre pour plaire. Celui qui disparaît un instant par conscience revient avec force, avec clarté, avec concentration. Mais celui qui ne s'éloigne jamais par peur se dilue. Et quand il se dilue, plus personne ne le ressent. L'absence consciente n'est pas une question de disparition par colère ou par orgueil, mais par dignité. Pour la santé mentale, par respect de soi. C'est une pause nécessaire, une respiration, un moment où tu reviens à toi, où tu choisis de récupérer ton centre avant de continuer à tout donner aux autres. Quand tu pars un moment, tu obliges l'environnement à se réorganiser sans toi, à se demander pourquoi tu n'es plus là, à regarder en arrière tout ce que tu soutenais. Certains comprendront et te valoriseront davantage. D'autres seront contrariés parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Mais dans les deux cas, ton poids se révèle. Tu n'es plus invisible, parce que tu es parti sans bruit, mais avec intention. Et cela, à cette époque de saturation, est une déclaration puissante. Disparaître un moment ne te rend pas faible, cela te rend sage. Celui qui est toujours disponible finit par être invisible. Celui qui se donne un espace devient nécessaire. Alors, n'aie pas peur de te retirer, n'aie pas peur de te déconnecter, n'aie pas peur de ne pas être là pour un moment. Ta valeur ne se perd pas quand on ne te voit pas. Elle se multiplie si ta présence était réelle. En revenant, tu reviendras plus toi, plus ferme, plus clair, plus éveillé. Et si tu décides de ne pas revenir, ce sera aussi bien. Parce que dans ce silence, tu as déjà découvert l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'être partout pour être important. Il suffit d'être avec toi-même pour te rappeler combien tu vaux. 7. Isole-toi pour te construire, pas pour te cacher. Une graine ne fleurit pas exposée au bruit du monde. Elle a besoin de s'enfoncer dans l'obscurité de la terre, loin des regards, loin du jugement, loin de la précipitation. C'est seulement là, dans le silence de l'isolement, qu'elle commence à se transformer. Elle ne fuit pas, elle se prépare, elle ne se cache pas, elle se renforce, toi aussi. Il y a des moments où se retirer n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Car pour te reconstruire, tu as besoin d'espace. Pour comprendre qui tu es sans distraction, tu dois t'éloigner de tout ce qui déforme ton reflet. T'isoler ne signifie pas couper avec le monde par ressentiment. Cela signifie créer un refuge pour te retrouver. Dans un monde qui exige des réponses immédiates, une disponibilité constante et une exposition permanente, l'isolement conscient est un acte de rébellion. C'est dire « pas maintenant ». Maintenant, je ne vais pas m'expliquer. Maintenant, je ne vais pas prétendre que je vais bien. Maintenant, je ne vais pas être là pour tout le monde. Je vais être là pour moi. Parce que si tu ne te donnes pas cette place, personne d'autre ne te la donnera. Le stoïcisme parle de se retirer du bruit pour revenir au centre. Non pas comme une évasion, mais comme une pratique. Car on ne peut pas avoir de clarté mentale si on est envahi par le chaos de l'extérieur. Si tout le temps tu réagis à ce que les autres attendent, pensent ou exigent. T'isoler n'est pas disparaître pour toujours. C'est le faire juste le temps de te rappeler qui tu es, de prendre des décisions sans interférence, de te construire en solitude sans demander à personne de le comprendre. Dans cet isolement, tu commences à voir les choses avec d'autres yeux. Ce que tu tolérais avant te semble maintenant intolérable. Ce que tu cherchais avec anxiété te semble maintenant inutile. Parce que tu n'agis plus par impulsion ni par pression. Tu choisis à partir de ton essence. Et quand tu reviens de cet endroit, tu n'entres plus dans n'importe quel espace. Tu n'acceptes plus n'importe quel traitement. Tu ne combles plus les vides avec des distractions. Tu as appris à être avec toi.
Tu as appris à ne pas avoir peur du silence, de la pause, de l'introspection. En pratique, t'isoler peut signifier laisser ton téléphone quelques heures par jour, t'éloigner de certaines personnes pendant un certain temps, ne pas répondre immédiatement, sortir, marcher sans musique, écrire, écouter ta respiration, arrêter d'être disponible pour tout le monde et commencer à être présent avec toi. Tu n'as pas besoin de partir à la montagne, tu as juste besoin de couper suffisamment de bruit pour pouvoir vraiment t'écouter. Celui qui ne s'isole jamais se perd. Car vivre toujours vers l'extérieur finit par éteindre la voix intérieure. Et si cette voix meurt, tu commences à vivre selon le scénario des autres. À t'habiller comme ils le veulent, à travailler dans ce qu'ils attendent, à parler pour plaire, à faire semblant pour appartenir. Et cela, avec le temps, devient une prison. Une que tu renforces toi-même chaque fois que tu évites de rester seul avec toi. Mais tu dois aussi être clair, l'isolement n'est pas une fuite. Ce n'est pas échapper à la réalité, ni se cacher de tes problèmes. Si tu t'isoles juste pour ne pas affronter ce qui fait mal, tu construis une bulle, pas une base. T'isoler pour te construire implique de faire face à ce qui est à l'intérieur, d'arrêter de te mentir, de reconnaître tes blessures, tes schémas, tes décisions. Et à partir de là, faire les changements qui te transforment vraiment. L'isolement conscient est une forme de respect. C'est te donner du temps de qualité avec toi, sans pression, sans jugement. C'est te dire « Je mérite de me comprendre avant de me donner. Je mérite de me renforcer avant de retourner dans le monde. » Parce que quand tu te renforces de l'intérieur, tu ne dépends plus de la reconnaissance externe. Et cela, dans une société obsédée par la validation, est une révolution silencieuse. 8. Marche droit sans mendier des applaudissements ni l'appartenance. Un chêne n'a pas besoin de se pencher pour prouver qu'il a des racines profondes. Il reste ferme, même quand le vent souffle fort. Il ne cherche pas à être applaudi pour résister. Il n'a pas besoin d'être validé pour être qui il est. Il est simplement là, solide, présent, étant ce qu'il est censé être. C'est ainsi que tu devrais marcher aussi. Droit, la tête haute, non pas par arrogance, mais par dignité. Non pas par fierté vaine, mais parce que tu as compris que tu n'as pas besoin de t'intégrer là où tu n'appartiens pas, ni de mendier la reconnaissance de ceux qui ne peuvent pas voir ta valeur. Mendier des applaudissements est une forme silencieuse d'esclavage. Cela signifie te donner en échange de miettes d'attention. Cela signifie te modeler pour plaire, t'adapter pour appartenir, te taire pour ne pas déranger. Mais ce qui commence comme une stratégie pour te sentir accepté finit par devenir une condamnation. Parce que dans ce processus, tu t'effaces, tu te trahis, tu deviens une version diluée de toi-même, conçue pour plaire à ceux qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté naît lorsque tu cesses de dépendre de l'opinion des autres. Lorsque tu cesses d'ajuster ton comportement pour gagner l'approbation et que tu commences à vivre selon tes principes. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, cela signifie l'habiter sans avoir peur d'être toi. Marcher droit même si on ne te célèbre pas. Agir avec intégrité même si personne ne le remarque. Prendre des décisions qui te font te sentir en paix même si elles ne sont pas populaires. Parce qu'à la fin, les applaudissements s'estompent, mais ta conscience reste. En pratique, marcher droit sans mendier l'appartenance se reflète dans beaucoup de choses. Ne pas envoyer ce message juste parce que tu as peur qu'on t'oublie. Ne pas accepter cette invitation juste par peur d'être laissé de côté. Ne pas céder tes limites juste pour maintenir une fausse harmonie. Ne pas expliquer encore et encore ton silence, ta distance, tes décisions. Tu n'es plus là pour convaincre, tu es là pour être. Et celui qui comprend restera. Celui qui ne comprend pas peut partir. Mais tu ne vas plus te pencher pour que les autres se sentent à l'aise. Apprendre à marcher ainsi nécessite du courage. Parce que cela implique de renoncer à ce désir si humain d'être accepté. Nous voulons tous appartenir, mais pas à n'importe quel prix. Pas au détriment de la dignité. Pas en échange de ton essence. Parce que lorsque tu te fais petit pour que les autres ne se sentent pas insécurisés, tu trahis tout ce que tu as construit. Et si tu dois prétendre faire partie de quelque chose, alors ce n'est pas ta place.
L'espace qui te demande de te déguiser ne sera jamais ta maison. Marcher droit est aussi une déclaration silencieuse d'autonomie. Cela signifie que tu ne cherches plus de sauveur, ni de groupe où l'on te dit comment penser, ni de relation où l'on valide chaque pas. Tu as appris à te soutenir de l'intérieur. Tu as compris que qui tu es est déjà suffisant, avec des erreurs, des cicatrices, avec ton histoire complète, et que tu n'as pas besoin de le crier, juste de le vivre. L'absence consciente, à ce stade, devient une présence sélective. Tu n'es plus partout. Tu ne te donnes plus à tout le monde. Tu ne te justifies plus. Tu es qui tu es, où que tu sois. Et cela, même si tout le monde ne le reconnaît pas, a un impact. Parce que le monde est plein de masques, mais manque de présence authentique. Et quand quelqu'un marche fermement, sans chercher l'approbation, il devient impossible à ignorer. Tu n'es pas ici pour mendier de l'affection, ni pour convaincre quelqu'un que tu mérites de rester. Tu es là pour créer ton propre chemin. Et celui qui s'aligne avec ton pas marchera avec toi. Celui qui ne le fait pas, qu'il continue son chemin. Mais tu ne vas plus te plier pour appartenir. Tu marcheras droit, la tête haute. Parce que ta valeur n'est pas dans combien t'applaudissent, mais dans combien tu te respectes en marchant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.